Proust de Proust de Proust de Proust. On a tellement envie de jurer, de conjurer, que on a besoin de mots grossiers en plus, et Proust de Proust de Proust de Proust, ça pourrait en être un, sauf que c'est mieux d'en faire ce qu'on fait ici. Une fois par jour, nos consolations. Connaissez-vous Thomas Alexander Harrison? Ça vous revient des choses? C'est un peintre anglais. Pas un peintre forcément majeur, mais éminemment respectable. Un de ses premiers travaux, d'ailleurs, peut-être qu'il était américain d'ailleurs. Je révise pas, c'est comme ça. Les pistes sont là, c'est mes chantiers. Après, c'est facile à trouver. Thomas Alexander Harrison, j'ai retrouvé facilement son numéro de téléphone. Il a commencé ses premiers travaux, je crois que c'était des équipes qui cartographiaient avec des images en tant que peintre la côte pacifique ouest américaine. Comme beaucoup à l'époque, un peintre voyageur. C'est comme ça qu'il est à Begmeil, B-E-G-M-E-I-L, petit coin près de Concarneau, coin de Bretagne. Et c'est là, vers 1895, qu'au moins 2 étés de suite, le jeune Proust, 24 ans, avec son ami Reynaldo Hahn, passent leurs vacances dans un hôtel un petit peu délabré, mais on aurait bien aimé les voir tous les deux. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de sanitaire. Il faut aller faire caca dans les dunes, dans le sable. On creuse pour quelqu'un comme Marcel Proust. Oh. Alors évidemment, quand on lit la correspondance, on se régale. Et du temps où ils sont à Begmeil, il y a ce gars qui vient avec eux le soir, enfin qui tous les soirs va regarder le coucher de soleil. C'est comme ça qu'ils entrent en relation, et puis que du coup ils vont le visiter dans son atelier. Et plus tard, Marcel Proust visitera aussi Harrison dans son atelier parisien. Et ce type travaille sur... Ce qui l'impressionne ici, c'est ça, c'est ce mouvement de l'eau, de la mer, de la terre, l'imbrication permanente des deux, et comment cet entre-deux, en tant que tel, est dépositaire d'un effet de lumière. Et c'est très belle marine, il y en a à Philadelphie, il y en a une aussi au musée de Quimper. Alors dans Jean Santeuil, le peintre, c'est Harrison. Je ne sais même pas s'il n'est pas nommé. En tout cas, ça vaut le coup d'aller voir. Mais sur ce thème, il y a qui ensuite? Eh ben, il y a Monet. Monet avec sa peinture sérielle de la cathédrale de Rouen. Et la disproportion, la séparation de la cathédrale et de la ville, on va le retrouver dans ce texte. Il y a évidemment Nénuphar, etc. Mais il y a toutes ces toiles que Monet fait à Étretat, je crois. Enfin, en tout cas, sur la côte normande, pas du tout la côte bretonne, mais entre Begmeil, qui est sur la Bretagne sud, Étretat, qui est côté Normandie, mais assez haut, et puis Balbec. Est-ce que c'est Cabourg? Non, moi, j'aime pas ce genre d'assignation, mais peu importe pour Proust. En tout cas, l'étoile de Monet à Étretat, c'est quoi? C'est l'estran. Vous savez, cette zone entre terre et mer où les deux s'équilibrent constamment, où ça ruisselle. Et pour quelqu'un comme moi de l'Ouest, l'estran, en tout cas la mer dans notre enfance, comme en ce moment elle a tendance à le redevenir provisoirement, vu que l'espèce prédatrice principale est tenue à distance, c'était une sorte de monde nourricier, de monde d'observation. Bon, en tout cas, l'étoile de Monet, avec cette barque qui est là, il y a juste un reflet. Est-ce que l'eau monte? Est-ce que l'eau descend? Est-ce qu'elle est sur le sable, etc., etc. En tout cas, cette toile de Monet, cette barque qui est sur le sable, avec juste un reflet. Est-ce que l'eau s'est retirée? Est-ce que l'eau commence à remonter? Est-ce que... cette indécision par rapport à la réalité, c'est ce qui va faire la force de ce texte. Alors Elstir, on le retrouve, c'est le peintre, c'est la figure allégorique comme Vinteuil pour la musique, Bergotte pour l'écriture. Alors Elstir, quand on le découvre chez les Verdurin, je dirais pas que c'est un faible,
mais je dirais que c'est du petit peintre, quoi. Mais comme Bergotte est du petit écrivain, il va mourir 2 fois, une fois de noble devant le petit pan de mur jaune de Vermeer, mais une autre fois parce qu'il a mangé trop de pommes de terre. Et c'est ça que Proust travaille. Qu'est-ce qui fait qu'un type aussi finalement peu intéressant que Bergotte, quand il écrit, ça prend ce déploiement? C'est quoi l'absolu qui ronge un artiste et qui fait que ça va éclater dans Les Vers du Rhin? Elstir, il est dans le rôle social du peintre, comme Cottard le médecin, mais ça passe pas ça. Par contre, à Balbec, on va le retrouver comme instance de ce travail même de la notion de réalité, la notion de réalité impossible à atteindre, de dissolution permanente de la réalité qui vous permet d'avancer sans cesse vers l'instance absolue du réel. Alors, Elstir, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y a toujours cette interrelation entre la page monumentale, c'est-à-dire cette séquence. Ici, c'est quoi? Vous allez voir, c'est 2 pages. Ces 2 pages, on les garde comme une foudre. On les relit sans cesse, comme en allant y retrouver d'autres choses. Il y a des ruptures qui s'instaurent par ces pages et qu'on va retrouver dans l'accomplissement qui les rassemblera tous, toutes, au terme du temps retrouvé. Mais il faut toujours quand même maintenir, je dirais, pas l'illusion romanesque, mais en tout cas une sorte de vague cohérence qui fait que Elstir est aussi un personnage. Alors il y a cette insertion dans le récit, mais en même temps, les pages elles ne peuvent venir qu'à ce moment-là. Elles ne peuvent pas venir plus tôt. Donc il y a toujours cette injonction qui est très bizarre de la grand-mère, c'est-à-dire le petit narrateur, le jeune narrateur, c'est pas un enfant, doit rendre visite au peintre pour une des questions de convenance bourgeoise, sociale, et en même temps, ce peintre, si on le fréquente, c'est parce qu'il est le peintre qu'il y avait chez les Vers du Rhin. Donc c'est très étrange que le narrateur instaure une relation sociale avec un peintre, non pas parce qu'il est peintre, mais parce qu'il est personnage déjà de la fiction qu'il n'a pas écrite, mais dont le propos du livre est de créer les conditions pour qu'elle s'écrive. Tout ça, c'est des choses, moi, qui m'enchantent chez notre petit papa Proust. Alors, en tout cas, cette visite, il ne la fait jamais. Il est obsédé par cette bande de gamines qui ne lui adressent pas la parole, qui n'ont même pas un regard pour ce petit bourge bien habillé, souffreteux, planté sur la digue, et ça l'obsède tellement que pas question de manquer d'être là, sur la digue, jusqu'au jour où, condescendant aux injonctions de la grand-mère et rendant visite à Elstir dans son atelier, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Les seins des jeunes filles s'y engouffrent aussi, parce que il y a quelque chose qui passe pas par l'intellect et qui fait que Elstir aussi faire un goûter. Monsieur, Madame Elstir propose le goûter à ces gamines. Et donc il y a toujours cette relation entre la page qui est d'une espèce de prodige dans la rupture esthétique. Vous allez voir, on va parler photographie, on va parler poétique du réel. Et de l'autre côté, le fait qu'on chemine dans la logique du récit. On est, vous voyez, déjà dans la grande recomposition, on est, disons, entre le quart et le tiers, on est loin déjà à l'ombre des jeunes filles en fleurs, quand vient ce passage qui est page 657. Mais les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement, c'était de cela qu'était faite l'œuvre d'Elstir. C'est-à-dire que pour voir la nature telle qu'elle est, on a besoin de faire le saut qui fait qu'on la voit poétiquement. Et ça y est, on vous a tiré le tapis de sous les jambes, vous partez le cul en l'air, et c'est parti. Une de ces métaphores les plus fréquentes dans les marines qu'il avait près de lui en ce moment était justement celle qui, comparant la terre à la mer, supprimait entre elles toute démarcation. C'était cette comparaison, tacitement et inlassablement, un adverbe de 4 syllabes,
un adverbe de 5 syllabes, tacitement et inlassablement, et ça y est, vous avez le mouvement de la mer qui s'installe. C'était cette comparaison tacitement et inlassablement répétée dans cette même toile qui introduisait cette multiforme et puissante unité, cause, parfois non clairement aperçue par eux, de l'enthousiasme qu'excitait chez certains amateurs la peinture d'Elstir. C'est par exemple à une métaphore de ce genre dans un tableau représentant le port de Carqueihuit, tableau qu'il avait terminé depuis peu de jours et que je regardais longuement, qu'Elstir avait préparé l'esprit du spectateur en employant pour la petite ville que des termes marins et que des termes urbains pour la mer. Soit que les maisons cachassent une partie du port, un bassin de calfatage, ou peut-être la mer même s'enfonçant en golfe dans les terres, ainsi que cela arrivait constamment dans ce pays de Balbec. De l'autre côté de la pointe avancée, où était construite la ville, les toits étaient dépassés, comme ils l'eussent été par des cheminées ou par des clochers, par des mâts, lesquels avaient l'air de faire des vaisseaux auxquels ils appartenaient quelque chose de citadin, de construit sur terre. Impression qu'augmentaient d'autres bateaux, demeurés le long de la jetée, mais en rang si pressé que les hommes y causaient d'un bâtiment à l'autre, sans qu'on pût distinguer leur séparation et l'interstice de l'eau. Et ainsi cette flottille de pêche avait moins l'air d'appartenir à la mer que, par exemple, les églises de Criquebec, qui, au loin, entourées d'eau de tous côtés parce qu'on les voyait sans la ville, dans un poudroiement de soleil et de vagues, semblait sortir des eaux, soufflé en albâtre ou en écume et enfermé dans la ceinture d'un arc-en-ciel versicolore, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes. Habituer les yeux. Le savoir du peintre, ce n'est pas de représenter, c'est d'habituer les yeux de qui regarde. Dans le premier plan de la plage, le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontières fixes, de démarcation absolue. Deuxième occurrence du mot démarcation. Pourtant, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le livre qui a valu à Proust le Goncourt, donc recopier, recorriger, recopier encore, donc assumé complètement sur épreuve. Mais non, si la question c'est démarcation, on a le droit de répéter. De démarcation absolue entre la terre et l'océan, des hommes qui poussaient des bateaux à la mer couraient aussi bien dans les flots que sur le sable, lequel, mouillé, réfléchissait déjà les coques comme s'il avait été de l'eau. La mer elle-même ne montait pas régulièrement, mais suivait les accidents de la grève, que la perspective déchiquetait encore davantage, si bien qu'un navire en pleine mer, à demi caché par les ouvrages avancés de l'arsenal, semblait voguer au milieu de la ville. Et près des rochers, à l'entrée de la jetée, où la mer était agitée, on sentait aux efforts des matelots et à l'obliquité des barques couchées à angle aigu devant la calme verticalité de l'entrepôt, de l'église, des maisons de la ville, où les uns rentraient, d'où les autres partaient pour la pêche, qu'ils trottaient rudement sur l'eau comme sur un animal fougueux et rapide dont les soubresauts, sans leur adresse, les eussent jetés à terre. Et comme le réel devient instable, saisi dans une instantanéité qui n'est fixe que provisoirement, qui ne peut pas être le temps immobile de la peinture. C'est la tension entre le temps immobile de la peinture et le temps retenu d'un réel en permanente renverse, soubresaut, qui crée, justement, qui ne se résout comment que par la linéarité de la phrase, qui maintient un instant cette tension, le temps qu'elle la dise. Après la première tension, le premier exposé sur cette question de démarcation, de frontières, de voir poétiquement, on laissait venir une sorte de pas de repli sur des images, mais simplement laisser des images proliférer jusqu'à ce qu'un dessin d'orage les rassemble et les remette en tension. C'était une belle matinée, malgré l'orage qu'il avait fait, même
On sentait encore les puissantes actions qu'avait à neutraliser le bel équilibre des barques immobiles, jouissant du soleil et de la fraîcheur, dans les parties où la mer était si calme que les reflets avaient presque plus de solidité et de réalité. C'est les reflets qui sont doués de réalité, c'est pas ce qu'on aurait tendance à nommer barque ou réalité, liée simplement à ce que désignent des mots, que les coques vaporisées par un effet de soleil. Et jamais Proust, enfin, si, ce principe de la dissolution du réel quand on l'énonce, c'est une permanence de Proust, mais là, évidemment, il est quasiment littéral. Que les coques vaporisaient par un effet de soleil et que la perspective faisait s'enjamber les unes sur les autres. Ou plutôt, on n'aurait pas dit d'autres parties de la mer, car entre ces parties, il y avait autant de différences qu'entre l'une d'elles et l'église sortant des eaux et les bateaux derrière la ville. L'intelligence faisait ensuite un même élément de ce qui ici était noir dans un effet d'orage, plus loin tout d'une couleur avec le ciel et aussi verni que lui, et là si blanc de soleil, de brume et d'écume, si compact, si terrien, si circonvenu de maisons, qu'on pensait à quelque chaussée de pierre ou à un champ de neige sur lequel on était effrayé de voir un navire s'élever en pente raide et à sec comme une voiture qui s'ébroue en sortant d'un gué, mais qu'au bout d'un moment, on se demande des fois si lui-même arrive à croire à ses propres images. Qu'au bout d'un moment, en y voyant sur l'étendue haute et inégale du plateau solide des bateaux titubants, on comprenait, identique en tous ses aspects divers, être encore la mer. Et là, coupe, et d'emblée, cette cassure sur notion évidemment qui n'a plus rien à voir. Est-ce qu'il y a des progrès en art? Bien qu'on dise avec raison qu'il n'y a pas de progrès, pas de découverte en art, mais seulement dans les sciences, et que chaque artiste, recommençant pour son compte un effort individuel, ne peut y être aidé ni entravé par les efforts de tout autre. Il faut pourtant reconnaître que dans la mesure où l'art met en lumière certaines lois, une fois qu'une industrie les a vulgarisées, l'art antérieur perd rétrospectivement un peu de son originalité. C'est-à-dire que pas de progrès en art, il n'y a pas de progrès dans la crête de l'art. Par contre, il y a toujours ce mouvement de la rupture en art. Je me souviens par exemple, la première fois que j'ai découvert Edward Hopper, c'était 1983, 1984, disons plutôt, une expo qu'il y avait à Marseille. Et le chemin qu'il fallait faire pour aller vers Hopper, c'était pareil un petit peu à l'époque aussi pour Mark Roscoe. Et puis maintenant, Roscoe, c'est des cartes postales, c'est des calendriers, c'est-à-dire cette fabrication de l'industrie culturelle. Et comment l'industrie culturelle, pour s'établir, fabriquer sa propre mécanique économique et symbolique, s'approprie et trouve symboliquement, autant que dans ses contenus mêmes, ce qu'elle prend, non pas à l'art en général, mais à ce qui transgresse, à ce qui symbolise le nouveau en art. C'est aussi quelque chose qui peut avoir valu pour Picasso, le cubisme. Mais tout d'un coup, là, dans cet aperçu de Proust, il y a quelque chose de majestueux. C'est pas la question de l'industrie culturelle, on s'en fiche. C'est la question de... après tout, c'est pas la peine de commenter. Il le dit. Il faut reconnaître que dans la mesure où l'art met en lumière certaines lois, une fois qu'une industrie les a vulgarisées, l'art antérieur perd rétrospectivement un peu de son originalité. Et là, Proust pourrait développer, insister. Non, c'est pas le genre de la maison. Ce rapport de l'industrie à l'art dans les enjeux de la représentation, eh bien, il part dans la photographie. Alors, voilà ce que ça donne. Depuis les débuts d'Elstir, nous avons connu ce qu'on appelle d'admirables, entre guillemets, photographies de paysages et de villes.
C'est-à-dire que la photographie est évidemment, c'est la naissance de l'image technique, et que pour se constituer elle-même en art, ce que Proust va essayer de démêler, c'est en quoi elle ne s'applique pas à mieux faire que peindre, mais en s'accrochant à ce que l'art vient d'inventer dans les distorsions de l'apparence ordinaire, pour nous le rendre comme un affect supérieur. Justement, toujours cette question du voir poétiquement la nature. La nature n'est elle-même que si on la voit poétiquement. Si on cherche à préciser ce que les amateurs désignent dans ce cas par cette épithète admirable, on verra qu'elle s'applique d'ordinaire à quelque image singulière d'une chose connue, image différente de celle que nous avons l'habitude de voir, singulière et pourtant vraie, et qui, à cause de cela, est pour nous doublement saisissante parce qu'elle nous étonne, nous fait sortir de nos habitudes et tout à la fois nous fait rentrer en nous-mêmes en nous rappelant une impression. Par exemple, telle de ces photographies magnifiques illustrera une loi de la perspective, nous montrera telle cathédrale que nous avons l'habitude de voir au milieu de la ville, prise au contraire d'un point choisi d'où elle aura l'air 30 fois plus haute que les maisons, et faisant éperon au bord du fleuve, d'où elle est en réalité distante. Or, l'effort d'Elstir de ne pas exposer les choses telles qu'il savait qu'elles étaient, mais selon ces illusions optiques dont notre vision première est faite, l'avait précisément amené à mettre en lumière certaines de ces lois de perspective, plus frappantes alors, car l'art était le premier à les dévoiler. Un fleuve, à cause du tournant de son cours, un golfe, à cause du rapprochement apparent des falaises, avait l'air de creuser au milieu de la plaine ou des montagnes un lac absolument fermé de toutes parts. Dans un tableau pris de Balbec par une torride journée d'été, un rentrant de la mer semblait, enfermé dans des murailles de granit rose, n'être pas la mer, laquelle commençait plus loin. La continuité de l'océan n'était suggérée que par des mouettes qui, tournoyant sur ce qui semblait aux spectateurs de la pierre, humaient au contraire l'humidité du flot. D'autres lois se dégageaient de cette même toile, comme au pied des immenses falaises, la grâce lilliputienne des voiles blanches sur le miroir bleu, où elles semblaient des papillons endormis, et certains contrastes entre la profondeur des ombres et la pâleur de la lumière. Ces jeux des ombres que la photographie a banalisés aussi, avaient intéressé Elstir au point qu'elle s'était complue autrefois à peindre de véritables mirages, où un château coiffé d'une tour apparaissait comme un château complètement circulaire, prolongé d'une tour à son faîte, et en bas d'une tour inverse, soit que la pureté extraordinaire d'un beau temps donnait à l'ombre qui se reflétait dans l'eau la dureté et l'éclat de la pierre, soit que les brumes du matin rendissent la pierre aussi vaporeuse que l'ombre. De même, au-delà de la mer, derrière une rangée de bois, une autre mer commençait, rosée par le coucher du soleil, et qui était le ciel. La lumière, inventant comme de nouveaux solides, poussait la coque du bateau qu'elle frappait, en retrait de celle qui était dans l'ombre, et disposait comme les degrés d'un escalier de cristal sur la surface matériellement plane, mais brisée par l'éclairage de la mer au matin, etc. Juste après ça, donc continue ce passage invraisemblable et tellement riche. C'est pas qu'un passage donne comme ça une espèce d'instance de vérité absolue ou qu'on devrait revenir lire comme un texte de théologie, c'est que chacun de ces espèces de pics d'intensité ensuite va revenir en permanence travailler le texte. Et petit à petit, ce pic entraîne d'autres, et dans la nappe qu'ils vont tous, je pense par exemple, ensuite le repas du narrateur et de son ami Saint-Loup dans le petit resto là, écarté, tout ça. Chacun de ces pics va nourrir, comme des espèces d'ondes concentriques, quelque chose qui fait que on n'aura pas la même intensité, la même radicalité que là où on est dans l'atelier du peintre.
mais que, puisque vous lisez continuellement, eh bien, au bout du compte, vous-même allez être progressivement déplacé. Il y a une autre, vous avez vu qu'on n'entend jamais parler le narrateur, ce qui est toujours, pour moi, m'a toujours tellement étonné dans la recherche. Chaque personnage qui vient traverser, vient est convoqué, est aspiré vers le narrateur comme une espèce de lumière qu'il décortique, le met à nu, le pousse à parler. Ça vaut pour la duchesse de Guermantes, comme pour Odette Swann, pour Swann lui-même, comme pour le baron de Charlus, etc. Enfin, c'est plus compliqué pour Charlus. Mais pour le narrateur, par contre, qu'est-ce qu'il trouve chez ce jeune type qui est toujours en décalage par rapport au présent, au monde, ça on le comprend bien. Mais qu'est-ce qui fait que ce type les passionne tellement suffisamment dans les questions qu'il leur pose pour que s'amorce ce dévoilement. Et ce qui est toujours impressionnant dans la recherche, c'est que tous les personnages parlent, mais on n'entend quasiment jamais le narrateur parler. Et là, par exemple, il y a toute la visite à l'atelier d'Elstir. Qu'est-ce qu'ils se disent? On n'entend que ce que dit Elstir, ce que répond Elstir. Il y a une petite exception. Là, on m'avait conseillé, lui dis-je. Tout d'un coup, le narrateur parle. Et en même temps, le narrateur, ce qu'il dit va être vidé. Il va dire, on m'avait conseillé, c'est-à-dire qu'il va rapporter ce que lui avait dit un autre personnage de la recherche, le Grandin, cette espèce de snobinard qui habite Combray. Donc pas un personnage très glorieux ni central de la recherche. On m'avait conseillé, lui dis-je, en pensant à la conversation que nous avions eue avec le Grandin à Combray, et sur laquelle j'étais content d'avoir son avis, de ne pas aller en Bretagne parce que c'était malsain pour un esprit déjà porté au rêve. Je vais juste finir ce petit moment avant que, du coup, toute la bande d'Albertine rentre dans l'atelier et que, ça y est, enfin, le narrateur soit en échange et en relation avec elle. Ce que répond Elstir sur le rêve. « Mais non, me répondit-il, quand un esprit est porté au rêve, il ne faut pas l'en tenir écarté, le lui rationner. Tant que vous détournerez votre esprit de ses rêves, il ne les reconnaîtra pas. Vous serez le jouet de 1000 apparences parce que vous n'en aurez pas compris la nature. Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n'est pas moins de rêve, mais plus de rêve, mais tout le rêve. Il importe qu'on connaisse entièrement ses rêves pour n'en plus souffrir. Il y a une certaine séparation du rêve et de la vie qu'il est si souvent utile de faire que je me demande si on ne devrait pas, à tout hasard, la pratiquer préventivement, comme certains chirurgiens prétendent qu'il faudrait pour éviter la possibilité d'une appendice future, enlever l'appendice chez tous les enfants. C'est-à-dire que tout d'un coup, la si belle réponse d'Elstir commence à se mettre en boucle, à tourner, tourbillonner, et s'effondrer littéralement. On est de retour au roman. Les jeunes filles en fleurs peuvent entrer. Demain, ce sera Consolation Proust, 8h.